Madame, Monsieur, bonsoir. Inflation et politique de change au menu de questions et causes ce soir. Pourquoi le coût de la vie a augmenté sensiblement ces derniers mois? D'après les chiffres de Banque al-Maghreb, l'inflation s'établirait autour de 1% en 2021 contre 0,7% en 2020 et celle-ci pourrait même évoluer à 1,4% à compter de l'année prochaine. En cause, la hausse des prix des matières premières, en l'occurrence bien sûr le pétrole mais aussi les huiles brutes. L'analyse de ces tendances de prix à la consommation et des moyens de contenir cette inflation, ce sera en compagnie de l'économiste et fondateur de l'Association marocaine des économistes d'entreprise, le professeur Ahmed Azerar. Ensuite, en seconde partie, j'accueille le spécialiste en politique de change Omar Bakou pour tout comprendre à l'intervention inédite de Banque al-Maghreb sur le marché des changes interbancaires pour la première fois depuis 2018. Il sera aussi question de l'évolution du dirham et de sa convertibilité. Bienvenue à tous. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca par Skype Ahmed Azerar, professeur universitaire et fondateur de l'Association marocaine des économistes d'entreprise. Bonsoir professeur Azerar, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Pourquoi ce phénomène d'inflation est-il généralisé, surtout que nous traversons une crise inédite liée à cette pandémie de Covid-19 ? Oui, vous le savez, l'inflation est un phénomène complexe. Il est multifactoriel. Alors, il y a naturellement ce dont vous venez de parler, donc la relation avec l'international, mais pas que. Donc, le phénomène est d'abord interne parce qu'il y a une liaison de demande, il y a une histoire de coûts. Il y a également une cause monétaire et en plus, bien entendu, de l'inflation importée, puisque nous avons vécu pendant les 2 années précédentes, sous Covid, donc cette crise qui a bloqué pratiquement les chaînes logistiques, qui a perturbé les chaînes naturellement de commerce mondial. Et puis, nous avons subi, bien sûr, les conséquences. Conséquences aussi qui, sous Covid, était liée à l'international, à une conjoncture également de production morose, aussi bien industrielle que agricole. Et c'est ce qui fait que nous avons sur les marchés internationaux, aussi bien de matières premières agricoles, mais pas que, mais également industrielles, des perturbations qui ont fait que l'inflation était repartie alors qu'elle avait atteint le pic, vous vous souvenez, en 2008 avec la crise, et que depuis, elle a eu tendance à baisser. Donc, un retour d'inflation très net depuis la fin de l'année passée, et cette année, donc, cela se précise. Donc, c'est multifactoriel. Alors, au niveau interne, naturellement, il y a un problème monétaire, il y a aussi un problème donc, de demande, il y a un problème de coût, mais il y a aussi les traditionnelles causes structurelles puisque nos marchés également prêtent le flanc à une situation inflationniste. On peut en parler si vous voulez en détail. Certainement. Donc, justement, puisque vous parlez de phénomènes internes, vous avez parlé de phénomènes monétaires. Certes, avec tous les plans de relance qui ont été lancés ici et là, en Europe, aux États-Unis, donc la planche à billets a bien fonctionné, si on peut le décrire ainsi. Est-ce que c'est le même phénomène au Maroc? En gros, est-ce que c'est une tendance conjoncturelle ou est-elle peut-être amenée à durer dans le temps, sachant que le Maroc n'a pas vraiment adopté cette politique, on n'a pas du tout adopté d'ailleurs cette politique de planche à billets. Donc si juste on pouvait éclaircir cela avec vous, professeur Azerar. Vous avez raison. Donc oui, à l'échelle internationale, il y a eu des plans mastodontes qui ont inondé les marchés à travers le monde. Au Maroc, ça n'a pas été le cas, heureusement, puisque nous continuons à être dans une orthodoxie économique et financière et que le ciblage de l'inflation, qui a donné ses fruits pendant ces années où la Banque centrale a adopté cette politique, a été suivi. Alors, il y a eu quand même, naturellement, un fonds Covid
qui a essayé donc, de contrecarrer à la baisse du pouvoir d'achat dont les consommateurs avaient souffert sous Covid. Et il y a eu donc un soutien à la consommation de manière très nette. Il y a eu également un soutien à la production, et en particulier à la petite et moyenne entreprise, comme il y a eu également, on a vu donc une politique de soutien par le biais du crédit bancaire aux entreprises. Donc tout ceci également a donné, donc ça côté demande, mais il y a eu côté aussi coût, malheureusement, il y a eu un resserrement des prix internationaux sur un certain nombre de matières premières. Il y a même eu une rareté naturellement des matières premières, aussi bien industrielles mais également de consommation. Vous vous rappelez le ramadan, et depuis également en ce qui concerne un certain nombre d'intrants, y compris pour l'industrie automobile, l'industrie électronique, etc. Donc tout ceci, côté demande, côté monétaire, côté coût, a donné un mix qui a entretenu un retour d'inflation également au Maroc. Alors heureusement, naturellement, que le Maroc reste, si vous voulez, sur le ciblage d'inflation, mais il faut tout de suite que je vous dise que c'est fait aussi aux dépens du chômage, puisque nous faisons un arbitrage entre inflation, et cela est connu. Quand vous choisissez naturellement de maîtriser l'inflation, vous laissez de côté quelque peu le chômage, en espérant que d'autres politiques naturellement industrielles et économiques en général et structurelles puissent prendre la charge d'agir sur le taux de chômage. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle de comment contenir, n'est-ce pas, cette pression inflationniste, dans son communiqué, Banque El Maghreb s'est exprimée en étant confiante, cette banque centrale, quant à une maîtrise de l'inflation au Maroc en dessous des 2% durant la période 2021-2022. Et ce scénario écarterait tout risque de durcissement monétaire de Banque El Maghreb à court terme. Que signifie cela, professeur Azerar? C'est-à-dire que si on parle de durcissement monétaire, qu'implique cela concrètement? Non, je pense que l'analyse du trend de l'inflation au Maroc par Banque El Maghreb est très claire, sauf que naturellement en la matière, les prévisions ne sont pas certaines. Il y a une incertitude aussi bien sur ce qui sera au Maroc, puisqu'il y a une reprise économique sûre. Alors nous serons autour de 6% cette année, donc ce qui suppose qu'il y a eu une demande aussi bien de financement, une demande également de consommation. Il y aura une reprise d'investissement, une reprise également des crédits, ce qui fait que c'est un côté qui certainement se précisera dans l'année et également l'année suivante. Alors, il y a aussi la conjoncture internationale. Donc, nous suivons avec, malheureusement, à notre dépens, une évolution très nette des prix des matières premières, et en particulier du gaz et du pétrole, et pas que, et toutes les matières premières également alimentaires de base que nous importons, donc le blé et les huiles, également les graines pour les huiles, notamment font qu'il y aura un impact certain sur les marchés et sur l'économie nationale. Alors il y a aussi donc une reconstitution des stocks qui va devoir se faire, et les commerçants marocains s'orientent de plus en plus naturellement vers les marchés internationaux pour renflouer les stocks et pour que les achalandages, bien sûr, des marchés ne puissent pas manquer naturellement. Mais alors, faut-il renforcer le contrôle des prix aussi, professeur Azerar? Oui, naturellement, parce que là, vous le voyez déjà, donc des pays même développés, la France en l'occurrence cette semaine, a annoncé un durcissement du contrôle, mais également même un blocage des prix, et en particulier sur lui du gaz et de l'énergie. Donc il y a naturellement ceci, mais il y a aussi malheureusement la tendance ou la caractéristique
structurelle de nos marchés. Alors aussi bien, donc le marché, vous savez, pour qu'il y ait un équilibre maintenu, un équilibre macroéconomique, il faut naturellement que les marchés des biens et services puissent être structurés. Donc il faudrait naturellement que les marchés, les intermédiaires, les structures des marchés puissent être maîtrisées. Et même chose également sur le marché monétaire. En plus de la politique monétaire rigoureuse ou de façon qui soit en phase avec ce qui se passe sur les autres marchés, il faudrait aussi que l'on puisse être certain que l'on maîtrise. Or, nous savons qu'il y a une circulation monétaire, il y a aussi un argent hors marché bancaire qui circule et cela aussi a de l'impact sur l'équilibre global. Il y a aussi, bien sûr, sur le marché de change, il y a aussi, et cela aussi est en relation avec ce qui se passe à l'intérieur, quand vous avez un flux comme cette année, un flux bienvenu naturellement pour nos réserves de change que nous avons constaté fin 2020, tout 2020 et également 2021, c'est un flux de change bienvenu de devises, mais il a aussi un impact sur ce qui se passe à l'intérieur. Et tout ceci donc entretient une incertitude sur l'inflation qui risque de perdurer quelque peu, sous condition naturellement que les politiques monétaires et les Alors politiques justement, budgétaires... professeur Azer, puisqu'on parle de politique, moi j'ai envie de parler aussi avec vous, et ce n'est pas à oublier cet impact de la dette de l'État sur justement sur l'inflation ou tout simplement sur le portefeuille du citoyen et du contribuable. Oui, vous avez raison de poser la question parce que c'est une question fondamentale. Donc la dette, s'agit-il de dette privée, c'est-à-dire des ménages? Alors là, vous avez les ménages, bien sûr, s'il y a une inflation qui va perdurer et si les taux d'emprunt sont fixes, là, les gens gagneront. Mais si c'est l'inverse, donc si vous avez un taux d'inflation qui baisse et que, bien sûr, vous avez emprunté, là, vous risquez de perdre, bien entendu, en termes réels. Alors, c'est le même cas aussi pour les États. Donc, les États qui ont emprunté, si naturellement, sur le marché international, les taux d'intérêt viennent à augmenter, ça peut être une aubaine pour le Trésor. Mais c'est une aubaine aussi, malheureusement, qui est contrecarrée par d'autres effets sur l'investissement et sur la croissance économique et sur l'inflation interne. Donc, si vous avez une inflation importée de l'extérieur, ça va se répercuter sur le marché intérieur et ça va se répercuter sur les ménages et sur les investisseurs au niveau local. Et ceci, naturellement, est à craindre, est à surveiller naturellement par la politique monétaire et la politique budgétaire et le mix structurel qui doit accommoder tout cela. Alors, ce n'est pas naturellement une question de non-connaisseurs, c'est un métier naturellement de suivi et le Maroc a ce qu'il a en politique économique. Nous sommes rodés à ces aspects pour les suivre de manière naturellement méticuleuse. Alors reste à dire tout simplement que maintenant que nous avons une croissance bienvenue, il faudrait aussi que nous pensions à ce que nous puissions pérenniser cette croissance. Donc, pérenniser cette croissance, surtout que nous avons sur les starting blocks, nous avons donc ce nouveau modèle de développement. Et il faudrait que l'on puisse penser aujourd'hui au taux de chômage et en particulier au taux de chômage. Et il faudrait donc que cette croissance puisse être accommodée par une politique monétaire jusqu'à un certain seuil, bien sûr maîtrisable. Et il faudrait aussi que l'on puisse également tolérer ce taux d'inflation quelque peu, donc un peu
laissée à un certain niveau, parce que la croissance est aujourd'hui une priorité Absolument. à voir. Et une priorité aussi du nouveau gouvernement. Vous avez parlé du nouveau modèle de développement, c'est une priorité aussi pour le nouveau gouvernement. En tout cas, merci beaucoup, professeur Ahmed Azzerar. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et on reste dans le monétaire et plus particulièrement, on cible dans cette deuxième partie le marché des changes. Et pour parler de cette situation, notamment cette intervention massive de Banque El Maghreb auprès des banques de rachat en devises, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Omar Bako, économiste et spécialiste en politique de change. Bonsoir Omar Bako, merci d'être avec nous. Bonsoir. Khadija. Alors, si vous nous expliquiez un peu les dessous de cette grosse opération de rachat en devises faite par Banque El Maghreb depuis quelques jours maintenant. Bon, ce n'est pas une opération brusque. Le marché d'échange au Maroc était excédentaire depuis un certain moment et cela impactait négativement la situation des banques puisqu'ils étaient obligés de placer les devises dont elles disposaient à des taux négatifs, notamment sur le marché européen. Et donc, cela les affectait négativement, ce qui a poussé Banque El Maghreb donc à intervenir à travers cette opération de rachat de devises, à travers la technique des adjudications. Très bien. Est-ce que ces stratégies de couverture du dirham sont judicieuses ? Aujourd'hui, la situation, les banques sont des partenaires du marché de change, donc c'est les teneurs de marché, c'est eux qui animent le marché. Et cette situation excédentaire a fait que les banques, je dirais, gagnaient, donc étaient perdants dans cette situation parce qu'elles ne pouvaient plus, je dirais, facturer des commissions à leurs clients puisque le taux a touché la bande inférieure. Et en deuxième lieu, les devises, donc il y avait des frais de stockage. Donc imaginez qu'une entité qui s'engage dans une activité, c'est-à-dire est contrainte de supporter des coûts, et ceci fait que Banque El Maghreb, dans le cadre de de son rôle de régulateur du marché de change, est intervenu pour éponger cet excédent et donc en même temps pour pallier l'impact négatif de cet excédent sur la situation des banques. Alors, impact négatif sur la situation des banques, mais c'est positif. Et est-ce que c'est finalement un phénomène qui est passager ou qui est conjoncturel, compte tenu bien sûr des devises qui sont rentrées en cette période estivale et surtout qui sont restées au Maroc à cause notamment des restrictions sur le voyage à l'étranger? Bien sûr, c'est un phénomène passager. Parce que le marché de change, comme tous les marchés, donc, connaît des fluctuations. Et ces fluctuations sont liées à des effets saisonniers, notamment dans le cas du Maroc. On l'observe depuis longtemps. Donc, durant la période estivale, il y a à la fois des rentrées de devises et des recettes, en devises liées notamment au tourisme, notamment les MRE qui viennent en masse. Mais il y a également un tassement de l'activité économique qui fait que les importations diminuent. Les importations représentent à peu près 70% des dépenses en devises du Maroc. Mais il y a d'autres opérations remarquables, notamment financières, telles par exemple l'emprunt obligataire de l'OCP et également des investissements étrangers qui ont été constatés qui ont ciblé particulièrement le secteur automobile. Mais on peut parler également d'anticipation, donc d'effets spéculatifs, dans le sens, non pas dans le sens péjoratif, anticipatif, parce que les banques savaient que cette situation allait perdurer, donc ils n'avaient pas, intérêt à placer les devises, donc à augmenter leur position de change, mais également les opérateurs, notamment les exportateurs, n'avaient pas intérêt à garder, les devises dans leur compte en devises. Donc c'est une situation passagère. Et bien sûr, par la suite, cette situation va se normaliser, elle va revenir aux proportions normales, celles qui étaient constatées durant la période 2018, 2019 et 2020, où la Banque El Maghreb n'est pas intervenue, donc, en l'occurrence, depuis la mise en place de cette réforme du marché de change.
Alors, puisqu'on parle de réforme, alors vous êtes également, Barbako, l'auteur d'un ouvrage sur la convertibilité du dirham. Et vous répondez entre autres dans cet ouvrage à cette question. Le dirham est-il totalement convertible, Barbako ? Non, sur le plan formel, il n'est pas totalement convertible, puisque nous avons un cadre législatif et réglementaire donc, qui autorise les opérations qui est d'essence restrictive. Et nous avons donc un ensemble de dispositions et un ensemble d'opérations qui ne peuvent pas être réalisées, je dirais, d'une manière formelle, à savoir des opérations d'investissement à l'étranger au-delà de certains seuils et des opérations financières de prêt, etc. Également des opérations courantes liées au voyage, liées aux opérations d'importation. Mais sur le plan, c'est-à-dire des faits. Et comme je l'ai démontré dans mon ouvrage, aujourd'hui, les opérations qui font l'objet de restrictions sont des opérations minoritaires par nature, c'est-à-dire que même si on les libéralise, il n'y aura rien qui va se passer. Donc finalement, de facto, les opérations potentiellement convertibles, à savoir les opérations d'importation, les opérations des non-résidents et quelques opérations d'investissement sont déjà libres. Donc je peux dire que de facto, c'est un dirham totalement libre, mais sur le plan formel, il y a quelques restrictions encore qui perdurent, qui sont encore existantes. Alors justement, parlons de restrictions. Est-ce que si une loi sur la convertibilité du dirham est mise en place, cela pourrait accélérer les choses ? Non, elle va, je dirais, elle va agir positivement parce que les opérations maintenant qui sont soumises à restrictions, comme je l'ai dit, telles les opérations d'investissement, etc., ne vont pas connaître des flux importants. Et d'autres opérations, telles par exemple les opérations courantes, notamment en matière de règlement des importations, en matière de voyage. Donc ils vont être réalisés librement. En même temps, ça va impacter, je dirais, la réglementation des opérations de change, puisqu'elle va la simplifier. Donc c'est une mesure nécessaire qui doit accompagner cette réforme du marché de change et donc qui va agir positivement puisqu'elle, sur le plan formel, elle va renforcer la confiance sur la convertibilité du dirham puisqu'il y aura une loi, donc c'est une assise juridique et elle pourra même donner lieu à un cadre de régulation du flux de la balance des paiements plus efficace à travers notamment en transférant par exemple les prérogatives de régulation à certains organismes qui sont spécialisés dans la régulation de certaines opérations. Oui, mais cela reste quand même un peu, par rapport à cette politique d'échange, ça reste un peu handicapant pour certaines entreprises. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, et notamment des entreprises, vous l'avez cité à juste titre, importatrices, mais pas que. Quelle est la clé justement pour enlever ces goulots d'étranglement vis-à-vis de ces entreprises qui travaillent beaucoup avec l'étranger ? Non, il faut tout simplement, je dirais, simplifier le cadre réglementaire ou le normaliser. Parce que comme je l'ai démontré dans mon ouvrage, quand on compare la réglementation aujourd'hui du Maroc à certains pays qui nous prennent comme exemple, tels les pays africains, donc ils ont un cadre simple. Donc pour les opérations d'importation, donc ils peuvent les réaliser librement sans dérogation, sans des restrictions qui touchent par exemple les règlements anticipés. La même chose pour les voyages professionnels, la même chose pour d'autres opérations. Donc courantes et d'instruments de couverture, etc. Donc il suffit de consigner ça sur un test réglementaire et donc par la suite, je dirais, les opérations vont se normaliser. Donc les entreprises auront un cadre simplifié et donc ne seront plus obligées d'attendre parfois les autorisations pour réaliser leurs opérations. Comment s'annonce l'évolution du dirham selon vous, avec bien sûr tous les effets conjoncturels que l'on connaît, dus notamment aux impacts de la crise ? Bon, le dirham, depuis la mise en place de la réforme du régime de change, s'est apprécié. Il s'est apprécié en 2018, il s'est apprécié en 2019, il s'est apprécié en 2020. Il s'est apprécié en termes taux de change effectif, c'est-à-dire le taux de change moyen. Bien sûr, il y a eu soit des dépréciations, soit des appréciations par rapport au dollar et à l'euro, mais ça, c'est l'effet panier, lié notamment à la méthode de calcul du taux de change. Mais globalement, le taux de change effectif, c'est-à-dire le taux de change auquel s'effectuent l'ensemble des transactions économiques du Maroc avec le reste du monde, donc il y a eu une appréciation. Cela démentit toutes les spéculations qui étaient formulées avant la mise en place de cette réforme, qui prédisait une dépréciation du taux de change en se basant sur, des arguments qui ne sont impertinents du déficit de la balance commerciale. Et bien entendu, le dirham s'est apprécié parce que nous avons une balance des paiements qui est d'essence excédentaire
essentiellement excédentaire, et cela grâce au transfert des MRE, au flux d'investissements étrangers et quelquefois grâce à l'intervention de l'État à travers les emprunts extérieurs. Très bien. Merci beaucoup, Omar Bakou, économiste et spécialiste en politique de change. Merci de nous avoir éclairé davantage sur ces questions d'actualité. Merci. Merci à vous, Khadija. Voilà, donc c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.